Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Essayiste, écrivain et plein de choses. Victor Hérault. Bonsoir Pierre, nettement moins de choses. Une journaliste politique à valeurs actuelles. Vous vous dégradez. C'est déjà pas mal. Vous savez, je vais appeler Tugdual Denis et je vais lui dire, vous savez, votre journaliste politique se dégrade à l'antenne d'Europe 1. Ah non, je ne suis que journaliste. Voilà. Bah écoutez, c'est un très beau métier. Qu'est-ce que vous en pensez, Prisca Thévenot ? Vous êtes journaliste, point. C'est parfait. C'est quand même un beau métier, journaliste. Très beau, surtout dans un pays où vous pouvez exercer votre profession librement. Tout à fait. Voilà, exactement. Et c'est pas dans tous les pays, vous avez le mérite de le rappeler. Prisca Thévenot, députée Renaissance, EPR comme on dit aujourd'hui. EPR, c'est plutôt des... Ensemble pour la République. Non mais attendez, d'ailleurs, on n'en a jamais parlé de ce truc-là. Qui a inventé ce truc-là ? Ensemble pour la République, sans à aucun moment dire que ça va peut-être l'EPR de Flamanville ? C'était pendant la campagne suite à la dissolution, je crois que ça a été mis en place Ensemble pour la République. Après, d'où ça vient, qui, etc., je sais pas. Et en même temps, à ce moment-là, on avait plein de sujets à regarder, à travailler dans la précipitation. Dans l'actualité, Prisca Thévenot cherche... On va pas s'y éjourner. C'est pas mal ça. Dans l'actualité de ce jour, et d'ailleurs ça a commencé hier, Éric Lombard cherche 40 milliards pour le budget 2026. On est tous d'accord autour de cette table qu'il faut un budget pour 2026. Mais quid des conséquences potentielles sur les Français ? Quid des conséquences potentielles sur les Français et sur l'ambition que nous devons continuer à porter en tant que nation. Il s'agit pas simplement, et j'insiste sur le pas simplement, d'un exercice comptable. On a un enjeu aussi de continuer à être attractif dans le contexte européen et international que nous avons. Nous avons aussi intérêt à rappeler que nous ne sommes pas un paradis fiscal. Je pense que c'est important de le rappeler. Ça, vous le rappelez à qui ? À tout le monde. Mais à quelqu'un en particulier ? Non, je le dis en général. Aux plus riches ou la France n'est pas un paradis fiscal. Mais vous pensez qu'il y a certaines entreprises ou certains particuliers qui se comportent comme si... Ah non, pas du tout, mais je veux dire que dans les axes de recherche de 40 milliards d'euros, il peut y avoir plusieurs ouvertures, et c'est dans cette démarche-là que je dis ça. Donc il peut y avoir augmenter les impôts, il peut y avoir augmenter les impôts, il peut y avoir baisser la dépense publique par exemple, et donc moi je suis plutôt tendance à dire, allons regarder du côté du poids de l'État, du fonctionnement, sans venir insulter personne, mais je pense qu'il y a des choses à faire, et notamment la semaine dernière, on était, alors ça c'est passé un peu sous les radars médiatiques, mais je pense que c'était intéressant comme débat à suivre. On était à l'Assemblée nationale mobilisés sur le texte simplification. Vous savez, la lourdeur administrative, bureaucratique, mais aussi avec plein de comités qui ont existé, qui existent encore, et qu'il est peut-être temps peut-être de supprimer. Et donc on a passé des agences aussi, ça c'est. On a tout regardé. Tout a été regardé, on n'a pas fini d'ailleurs. Il nous restait 1000 amendements vendredi soir à minuit. Le texte doit reprendre et je pense que c'était très intéressant. Ça a été très peu suivi, mais je pense que là aussi on a des marges d'économie à faire sans venir impacter l'efficacité de la politique publique. C'est toujours quand on est à l'os qu'on cherche des... Il y a le haut commissariat au plan, au hasard. Oui. Alors, est-ce que ça c'est une réponse ? Joseph Massescaron vous pose la question. Supprimer. Non, mais par exemple, on a regardé ça rapportera pas 40 milliards. Oui, ça rapporte. Oui, mais je pense qu'il faut regarder tout, et on a mis aussi en place des règles. Par exemple, le principe assez simple de dire, ça a été un amendement porté notamment par mon collègue Guillaume Casbarian, de dire quand on veut à nouveau créer un nouveau comité, on va en supprimer 2. C'est pas simplement faire une règle de mathématiques comme ça dans un coin de table, mais c'est aussi avoir une nouvelle façon de penser les choses. Et je me suis retrouvée, parce que j'ai défendu cet amendement pour mon collègue dans l'hémicycle, et je me suis rendu compte que certains disaient oui, mais du coup vous allez faire ça de façon extrêmement rapide. Mais en fait non, ça oblige à penser les choses différemment. Parce que peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle mission, et plutôt que de créer un nouveau comité, peut-être voir si dans les agences qui existent déjà, elles ne peuvent pas remplir cette mission-là. Et ça évite cette surenchère en permanence de bureaucratie et de normes qui au final finit par ne plus donner de sens. Je vous donne un autre exemple. On a eu dans l'hémicycle, je crois que si je me trompe pas, c'était une loi de 2007 qui prévoyait la mise en place d'un comité pour pouvoir avoir une expertise et aboutir sur des propositions et des recommandations au bout d'un an. Au bout d'un an, les recommandations sont arrivées, elles ont d'ailleurs été mises en place. 2025, le comité existe toujours. Alors je dis pas qu'il y a des gens dessus qui sont payés que ça, je dis pas ça. Mais du coup, c'est un comité qui vivote et qu'on devrait pouvoir simplifier aussi. Donc en gros, cet exercice qu'on avait fait la semaine dernière, il était bon, mais l'idée c'est de dire, mettons aussi des règles, des modes opératoires pour ne plus arriver à cette surenchère de comités en permanence qui alourdissent la décision politique. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait Sébastien Chenu, député RN du Nord, sur les choix budgétaires du gouvernement. C'était ce matin sur Europe 1. Politiquement, bien sûr que le gouvernement s'expose en construisant un budget qui demanderait aux Français de se serrer la ceinture. Et
uniquement aux Français de se serrer la ceinture s'expose à une censure de notre part. On n'a pas peur de ça, on n'a pas froid aux yeux. Quand une motion de censure qui peut être déposée voir comment ce avec la gauche, se construit, par la gauche et votée par vous? Oui, mais on verra, mais si le projet, c'est de demander aux Français de se serrer la ceinture, une fois de plus, sans que l'État lui-même ne fasse des économies, n'aille sur le chemin des économies en matière d'immigration, de train de vie de l'État, des collectivités, eh bien, nous nous emploierons effectivement à le censurer sans aucun problème. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a à nouveau, j'allais dire, la menace d'une censure et censure commune RN plus la gauche. Et la deuxième, c'est pourquoi ces choix-là, alors qu'en fait, on pourrait s'attaquer, dit Monsieur Chenu, par exemple, à toute la déperdition qui est faite par l'immigration. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends Monsieur Chenu ou quelques autres cadres du Rassemblement national, c'est un bingo loto à quels mots-clés ils vont pouvoir mettre. Immigration, censure, avant c'était aussi dissolution, je vois que maintenant c'est plus le sujet pour plein de raisons qu'on peut évidemment comprendre. Je pense qu'il faut gagner en sérieux. Les oppositions doivent sortir aussi de cette démarche de la politique de la menace en permanente. Nous avons effectivement des textes budgétaires qui vont revenir, nous avons un travail préliminaire et d'anticipation que nous pouvons mener, et de façon extrêmement sérieuse. Et ce n'est pas en menaçant le gouvernement et donc en menaçant la stabilité politique de notre pays, je le dis encore une fois, dans le contexte européen et international que nous connaissons, qu'on va faire avancer les choses. Et quand je dis les choses, c'est notre pays, notre souveraineté et l'intérêt des Français. Je le dis, la semaine dernière, il y avait le sujet sur la simplification qui était là. Nous avions le sujet sur le narcotrafic avant. Nous avons d'autres sujets qui arrivent, qui doivent pouvoir intéresser Monsieur Chenu. Et je dis, par exemple, moi je porte un texte aujourd'hui pour renforcer la protection des personnes qui sont en parcours PMA. Vous pensez vraiment qu'il va être intéressé par vos textes? Là, pour l'instant, il parle de censure. En fait, je lui demande pas de s'intéresser à mes textes. Je lui demande de s'intéresser aux gens que ces textes-là concernent. J'entends bien, mais lui, il a qu'un mot à la bouche, c'est censure. C'est dommage parce qu'on est. Oui, non, mais c'est dommage parce qu'on est élu, quelle que soit notre famille politique et notre bord politique, pour travailler pour les Françaises et les Français. Et c'est bien de venir le clamer toute la journée dans les plateaux, encore faut-il le faire dans l'hémicycle et en commission. Je pense que nous avons eu déjà l'année dernière une période de censure, et on a vu que ça avait embolisé, ça avait aussi empêché un certain nombre de politiques publiques de se déployer dès le début de l'année, avec un retard, avec aussi un coût pour les finances publiques. Aujourd'hui, stop. Je pense qu'il faut arrêter et commencer à se mettre à travailler en commission. Et d'ailleurs, je les attends sur un certain nombre de propositions. Prisca Thévenot est l'invité politique d'Europe 1 Soir. On se retrouve dans un instant avec Joseph Massescaron et Victor Hérault après le rappel des titres de l'actualité. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec notre invité politique dans Europe 1 Soir, Prisca Thévenot, député EPR des Hauts-de-Seine. Et c'est Joseph Massescaron qui vous pose la question suivante. Oui, parce qu'à Thévenot, alors je ne vais pas dire que le torchon brûle entre la France et l'Algérie, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a même plus de torchon. Le morceau de tissu a complètement disparu. Alors, on a du mal à suivre les épisodes. Quel regard vous portez sur les derniers épisodes? Et puis, quelle est la solution? Parce que apparemment, il y avait une solution, si je puis dire, douce ou molle, qui était représentée par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, et une solution plus dure, plus droit dans ses bottes, suggérée par Bruno Retailleau. Est-ce que ni l'une ni l'autre ne marche? Est-ce que celle de Bruno Retailleau a été vraiment essayée? Je pense qu'il faut déjà rappeler ce qui est important dans un gouvernement, c'est la solidarité gouvernementale, mais le respect des missions et des compétences des uns et des autres. Et je pense que c'est ça aussi à protéger dans une république comme la nôtre. Monsieur Retailleau, effectivement, s'exprime sur beaucoup de choses, et c'est très bien, et c'est son droit, notamment aussi pour des raisons de campagne interne propre aux Républicains. C'est son droit ou c'est très bien? Il a le droit de le faire, je ne vais pas commencer à dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Oui, donc c'est pas très bien. Non, je suis pas en train de juger, je suis en train de commenter. C'est rare, mais je fais un peu comme vous, je commente. Mais je commente. Et donc j'arrive après à ma conclusion, mais il s'exprime sur la fin de vie, il s'exprime sur des sujets de diplomatie, sur la justice, mais il est ministre de l'Intérieur. Et la diplomatie relève effectivement du Quai d'Orsay, donc de Jean-Noël Barrot, de Benjamin Haddad, et puis aussi du président de la République. On n'est pas là pour dire les uns contre les autres. Quand il s'agit de venir
mettre la pression ou venir pointer du doigt ou venir effectivement nous expliquer qu'il y a 12 ressortissants du consulat qui reviennent, c'est pas la voix de Bruno Retailleau ou la voix de Jean-Lionel Barrot ou la voix de je ne sais qui, c'est la voix de la France. Et sur ça, je pense qu'il ne faut pas que nous-mêmes en commentions. Alors, la voix de la France, elle est aphone, en ce moment. Non, mais la voix de la France, on peut pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Enfin, moi, je vous laisse. En tout cas, sur l'Algérie, c'est difficile de se faire entendre. Là, on a parlé beaucoup de riposte, pas vous, mais on a parlé beaucoup de riposte graduée. Pour l'instant, la riposte graduée, elle est plutôt la riposte graduée algérienne plutôt que la riposte graduée française. Effectivement, le Premier ministre accompagné de Bruno Retailleau ont parlé de réponse graduée. Mais je dis attention, parce que vous savez quand même, il faut pas laisser croire que la France n'a plus de voix et n'arrive plus à se faire entendre. Les échanges sont effectivement complexes et tendus. Ça relève de la diplomatie. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais que, attention, le sujet diplomatique relève du Quai d'Orsay. Il y a un ministre qui s'appelle le ministre du Quai d'Orsay et qui relève de ces sujets-là. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut laisser faire Jean-Noël Barrot et que Bruno Retailleau arrête de proposer des choses sur l'Algérie. Je ne dis pas qu'il propose, mais je veux dire, un moment, moi je demande au ministre de l'Intérieur de s'occuper des sujets liés au ministère de l'Intérieur. Et j'ai envie de vous dire, il y en a beaucoup. Oui, et mais Monsieur Retailleau, que les sujets de l'intérieur dépendent de l'extérieur, justement. C'est pour ça qu'il va voir Jean-Noël Barrot en disant j'ai besoin de toi pour mener mon action. Il ne sait pas si c'était pas vraiment comme ça. Il a beaucoup parlé. Il a aussi beaucoup parlé de justice. Il a aussi récemment parlé de fin de vie. Je pense que non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Je pense que on peut tous légitimement s'exprimer sur plein de sujets et c'est heureux. Ce que je dis, c'est que les sujets sont déjà très importants ministère par ministère pour ne pas avoir aussi l'impression, et je le dis encore qu'une impression, parce que je le rappelle, il y a une solidarité gouvernementale. Et quand on rentre dans un gouvernement, on est solidaire d'un point de vue gouvernemental. Il est important de ne pas avoir des voix qui pourraient paraître dissonantes d'un membre du ministère à l'autre, parce que c'est quelque part la voix de la France derrière qui semble peu audible. C'est François Bayrou qui a ouvert la porte à ça dès la constitution de son gouvernement. Il avait dit je laisserai la parole libre à chacun de mes ministres. Il n'y aura pas tous, vous savez, tout le monde est unifié. Excusez-moi, je vais vous le dire comme ça parce que pour le coup c'est que des hommes autour de la table dans ce que je vais vous dire. C'est tous des grands garçons. Oui. Et quand on rentre dans un gouvernement, personne n'a été forcé. Personne n'a été forcé de rentrer dans ce gouvernement. On est appelé, on peut dire non. Bruno Retailleau, il était déjà dans le gouvernement d'avant. Il pouvait dire non cette fois-ci. Je suis désolée, excusez-moi, il a été censuré. Attendez. Ou accepté pour s'imposer. Monsieur Retailleau faisait partie d'un gouvernement de Michel Barnier. Le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. C'est factuel. Je suis pas en train de faire un jugement de morale, il a été censuré. Donc, si Monsieur Retailleau considérait qu'il n'avait pas sa place ou qu'il n'avait pas la capacité d'agir dans le gouvernement de Monsieur Bayrou, Monsieur Retailleau, c'est quand même quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Donc, il aurait pu dire, écoutez, moi, je retourne au Sénat et je vais réussir à mieux travailler de là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis simplement, nous avons en face de nous des personnalités compétentes qui viennent de familles politiques différentes mais qui se sont mises d'accord pour travailler ensemble dans le respect des fonctions et des missions des uns et des autres. Et c'est important pour nous, la lisibilité de l'action politique, mais aussi pour la voix que la France renvoie à l'étranger, notamment sur des sujets aussi complexes que celui-là. Sondage. Je vais quand même revenir parce que c'est un élément important. Joseph. Comment ne pas avoir l'impression qu'après la visite de Jean-Noël Barrot, où on avait dit qu'il fallait s'attendre à un certain nombre de décisions, et que là, la France s'est pris un camouflet. Cette série d'humiliations, et c'est en ça que Jean-Noël Barrot est-ce que c'est ça la diplomatie ? Est-ce que c'est ça subir une série d'humiliations ? C'est ce que beaucoup de personnes se demandent. Non, mais attendez, là pour l'instant, le ministre des Affaires étrangères a tout de suite répondu que ça ne reste, si jamais effectivement Alger allait jusqu'au bout de sa démarche de renvoyer les 12 membres du consulat en France, des ressortissants, ça n'allait pas rester sans réponse. Et vous pensez qu'Alger tremble en entendant ça ? Mais je sais pas. Non, mais à un moment, est-ce que pour une fois on peut se mettre... Je dis pas que la situation est facile et évidente, mais est-ce que pour une fois, on pourrait essayer de faire bloc ensemble et se dire que nous allons résister ensemble, que c'est pas forcément facile, mais que par défaut, on va pas considérer que la France est affaiblie et faible. Je suis désolée, ça fait partie d'une démarche patriote. Il y a des solutions. Je vous entends pas. Là, pour l'instant, j'entends simplement dire, écoutez, allez vous coucher, ça sert à rien. La France est fichue. Moi, je suis pas d'accord. Oui, mais pourquoi ces événements de réponse, il n'y en a pas? Alors, il y a évidemment notre ancien ambassadeur d'Alger qui en a fait toute une liste régulièrement. Monsieur Driancourt. Voilà, il le fait dans le JDD, dans le Figaro, on en va un peu partout. Et puis on peut même en rajouter d'autres. Par exemple, le fait qu'il y a seulement 3 consulats français en Algérie, qu'il y en a 18 consulats algériens en France, enfin, etc., etc. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression, on a l'impression que pour l'instant, il n'y a aucune mesure de représailles. Aucune. Mais il vient d'annoncer justement, vous n'avez pas entendu ce matin ce qu'a dit Jean-Noël Barrot. Non, mais c'est important, on nous écoute, on a l'impression que ce matin, le ministre des Affaires
étrangères, Jean-Noël Barrot, a tout de suite réagi à la position d'Alger en disant qu'il y aurait des mesures si effectivement Alger allait jusqu'au bout. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez de plus limpide que ça? Donc moi je veux bien qu'après on se morfonde par terre, on se coule en boule pour dire que ça marche pas, mais il faut laisser aussi le temps de la diplomatie se faire. En attendant, l'ultimatum a été donné. En attendant, un sondage CSA pour Europe 1, le JDD et CNews montre que 61% des Français sont pour l'enfermement des étrangers dangereux sous OQTF avec obligation de quitter le territoire français dans un centre de rétention à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole. Comme par exemple Saint-Pierre et Miquelon. Qu'en pense la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est exprimée sur le sujet, on écoute. Ça me surprend parce que c'était une proposition assez invraisemblable et très humiliante, je trouve, pour les territoires d'outre-mer. Parce que, je ne sais pas si vous avez noté, mais c'était quand même, je les envoie à Saint-Pierre et Miquelon parce qu'il fait froid et qu'il pleut. C'est très agréable pour nos territoires qui ont tous des splendeurs inégalées et qui participent chacun à la grandeur de la France. Vous voulez dire Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas une poubelle pour recevoir... Non, mais ni une poubelle, ni un territoire où il ferait moins bon vivre qu'un autre territoire de la République française. Sur ce sujet, il n'y a pas à tergiverser. Ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire national n'ont pas à y être. Ils n'ont pas à y être, mais bon, en attendant... Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas une poubelle. On a entendu Yaël Braun-Pivet, mais alors on aimerait tous, je pense, et le gouvernement le premier, que les OQTF soient renvoyés dans le pays d'origine. Mais le pays d'origine, jusqu'à présent... Eh bien, voilà un sujet pour Monsieur Retailleau. Enfin, je suis désolée. C'est ce qu'il essaie de démontrer. Mais c'est ce qu'il essaie de faire depuis le début. Mais oui, je veux dire, là, sur le sujet consulaire, c'est un autre sujet. Vous parlez des sujets du consulat tout à l'heure. Attention, on mélange pas et vous ne me faites pas dire que c'est exactement la même chose. C'est pas la même chose. Ensuite, ce que je suis en train de dire, c'est, et moi je rejoins complètement la position de Yaël Braun-Pivet sur le sujet, il n'y a pas de sous-territoire en France. On va pas commencer à dire l'hexagone, la métropole d'un côté et les outre-mer de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas à la hauteur de notre République et nous sommes tous des compatriotes français de plein droit et à être respectés de la même façon. Maintenant, ce que je dis... je suis désolée. C'est pas exactement le fait de la démarche, c'est pas exactement le fait de dire il y a un sous-territoire. La démarche est simplement de dire aux personnes qui sont sous OQTF, soit vous décidez de rentrer dans votre pays, soit vous décidez de rentrer dans votre pays d'origine, soit vous devrez à plusieurs milliers de... Dernière réponse de Prisca-Thévenot. Oui, mais j'entends tout à fait votre argument, mais c'est pas ça le sujet. Et de le dire comme ça, c'est pas comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est pas tant que les gens qui sont sous OQTF veulent ou pas rentrer. À la limite, c'est pas le sujet. Ils doivent rentrer. Alger a même refusé des ressortissants volontaires. C'est le sujet des pays tiers qui doivent accepter leurs ressortissants quand ils sont menacés et frappés d'une OQTF. C'est ça l'enjeu. Et donc là, effectivement, c'est tout l'enjeu. Mais regardez ce qu'avait fait à l'époque Gérald Darmanin. Il avait travaillé. Alors, ça a avancé. Ça peut peut-être pas avancer assez vite, mais ça a avancé. Et d'ailleurs, on a vu les premiers résultats l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est Monsieur Retailleau qui a lui-même salué ce travail qui était celui de Gérald Darmanin. C'est effectivement de travailler pays par pays pour avoir ce sujet des laissez-passer consulaires et donc le renvoi des OQTF. Et le renvoi, quand on dit le renvoi, c'est pas dans un autre territoire de France, c'est dans un autre pays qui est le leur. Bon, écoutez, on attend du coup la réponse des pays étrangers qui se fait attendre. Mais non, mais Monsieur Retailleau va y arriver. Les 12 je ne vois pas pourquoi Retailleau n'y arriverait pas. Enfin, je comprends pas. C'est quand même dingue. Monsieur Retailleau nous disait, mais pourquoi vous faites pas... Enfin, je suis là, c'est quand même dingue, à chaque fois je suis là pour défendre Monsieur Retailleau sur votre antenne. Mais je vais continuer à le faire, ça me choque. Vous voulez qu'on en parle presque? Non, mais quand il était sénateur, il nous disait que la loi immigration allait pas loin. Aujourd'hui, il s'en sert justement pour mettre en place la plupart de ses politiques publiques. Quand il était sénateur, il disait qu'il avait besoin d'avoir plus de poids et de compétences pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur, il n'y a pas d'autre lieu pour mieux appliquer la politique qu'il veut mettre en place. Donc, en tout cas, il a une fan. C'est Prisca-Thévenot, on le saura ce soir. Et c'est que sur Europe 1, 19h42. Merci Prisca-Thévenot d'avoir été dans Europe 1 soir, une fois de plus, dans 9h30 à 11h sur Europe 1, qui vous retrouvez, Thomas Hill et toute son équipe, pour Culture Média. Chaque jour, vous tentez de gagner des cadeaux, vous envoyez Média au pluriel, 73921, 75 centimes plus le coût du SMS, 2 SMS pour s'inscrire. Et demain, parmi les invités, Valérie Lemercier à l'affiche du film Aimons-nous vivants. Et nous, on se retrouve dans un instant avec deux autres têtes d'affiche, Victor Hérault et Joseph Massescaron. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 soir.